Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce lundi, Aliou Sall, au cœur de la tempête après les révélations de la BBC. Le frère du président est au cœur d'un parfum de corruption de près de 10 milliards de dollars. Entre pots de vin et petites magouilles, la nébuleuse donne le tournis. Le maire de Guédiawaye balaye d'un revers de main les allégations du média britannique. Il va porter plainte contre la British Broadcast Corporation. Criminalisation du viol au Sénégal, l'idée fait son bonhomme de chemin. Les députés attendent à bras ouverts le projet de loi dont le ministre de la Justice est chargé d'écrire par le chef de l'État. En sport, Coupe du Monde U20, ça sent bon les quarts de finale. Les Lionceaux mènent 2-1 face au Nigeria. On fera le point en fin d'édition. C'est un scandale aux allures de catastrophe. Après l'affaire Karim Wade, que Aliou Sall a lui-même qualifié de traumatisme karimien, le Sénégal est parti pour vivre une commotion salient si les affirmations de la BBC sont avérées. L'enquête du média britannique révèle que le frère cadet du président de la République a bénéficié des largesses de Frank Timis, patron de Timis Corporation, un salaire mensuel de $25 000, 146 millions de francs CFA. Rien à voir avec les pots de vin qu'aurait reçu secrètement Aliou Sall et via sa société Agritrans. Plus grave, la société BP, détentrice aujourd'hui des parts de Frank Timis, va verser une redevance à coups de milliards de dollars à Timis Corporation. Et ça, pour les 40 prochaines années. Nous revenons sur tout cela avec le récit de Mamadou Lamine Ndiaye dans un instant. Et puis, suite à ces gravissimes révélations, Aliou Sall a illico presto convoqué une rencontre avec la presse. Le maire de Guédiawaye dénonce ce qu'il appelle la mauvaise foi de la BBC. Il se dit prêt à répondre devant une commission d'enquête parlementaire et même devant les tribunaux, car selon lui, c'est une affirmation gratuite. Suivons tout cela avec Mamadou Fall. Aliou Sall jure sur l'honneur, pas de cas de conscience sur l'affaire Petrotim et l'exploitation pétrolière et gazière du Sénégal. L'ancien collaborateur de Frank Timis et jeune frère du président de la République s'indigne de la mauvaise foi de BBC. Dans toute cette affaire, je n'ai jamais eu le sentiment d'avoir fauté. D'abord, au plan moral, je veux dire. La BBC a porté de graves accusations sur ma personne. Concernant la transaction soulevée entre BP et Frank Timis, l'actuel maire de Guédiawaye s'en lave les mains. Le rachat des actions de Frank Timis par BP s'élèverait, selon l'émission, à 250 millions de dollars, soit environ 150 milliards de francs CFA. Je précise que je ne suis pas au courant d'une telle transaction. Après avoir bien entendu répondu à toutes les préoccupations de l'enquête initiée alors par la BBC, nous avons estimé quand même devoir porter cette affaire devant la justice. Son parcours professionnel brandi pour faire taire certains commentaires. Diplômé du CFEP, de l'IAE de Paris 1 en gestion des projets de développement, un master. Je suis titulaire de master en finances publiques, ici à ISF, Institut supérieur de finances. Je suis titulaire de master d'administration publique de l'École nationale d'administration de Paris. Alors, si des énarques peuvent diriger le groupe Total, je ne vois pas pourquoi un énarque, un de leurs collègues, ne peut pas diriger un simple bureau de représentation. Pour Aliou Sall, c'est une opposition désemparée et désespérée qui semble être derrière tout cela. D'ailleurs, il a même traité l'ancien Premier ministre. Connu un homme politique aussi irresponsable que Abdoul Mbaye, qui a signé un décret, qui a contresigné un décret et qui revient pour dire qu'il n'était pas au courant de tout ce qu'il y avait derrière ce décret. Voilà, Aliou Sall qui va donc porter plainte. Cette affaire serait orchestrée par une frange de l'opposition, l'aile dure de l'opposition. C'est ce que semble insinuer Aliou Sall. Il a cité nommément Ousmane Sonko, Thierno Alassane Sall, Mamadou Lamine Diallo et Abdoul Mbaye. L'ex-premier ministre avec Mamadou Lamine Diallo figure dans l'enquête de la BBC. Une affaire qui doit être élucidée selon Abdoul Mbaye. Suivant tout cela avec Maguette Souaré Diallo et Thierno Yoramendi. Des centaines de milliards perdus par l'État du Sénégal à cause de malversations constatées sur les permis d'exploitation du pétrole et du gaz. Des révélations faites par des journalistes de la chaîne anglaise BBC. L'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye
co-signataires du décret, exigent du frère du chef de l'État des réponses exactes. Qu'ils répondent aux faits. Qu'ils répondent aux faits. Quoi, la nature de ce virement a été cachée, mais qu'ils répondent aux faits. Un scandale qui plombe considérablement le développement économique du pays. Mais quelques petits milliards qu'on doit mettre en opposition aux milliers de milliards perdus par le Sénégal sur les années qui viennent. Aliou Sall et Franck Timis sont accusés de corruption massive. Outre la réponse exigée, Abdoul Mbaye révèle qu'une partie de l'opposition va se regrouper autour d'un front afin de prendre des options sérieuses pour élucider cette affaire. Voilà, et BP, société britannique gérant de l'énergie, est aussi incriminé dans cette affaire. BP qui a accepté de payer près de 10 milliards de dollars à un homme d'affaires impliqué dans un contrat pétrolier controversé. Selon la présidente régionale de BP, en ce qui concerne son entreprise, les transactions sont légales. Nous l'écoutons, elle est avec Aïssatou Paye. Nous avons eu écho de ce reportage du BBC, mais nous n'avons pas encore eu le temps de l'étudier de manière approfondie. Mais ainsi avez vu que s'il y a des nouvelles informations, nous allons les étudier et nous allons les étudier de manière très sérieuse. Comme je viens de vous dire, nous n'avons pas encore eu le temps d'étudier ces informations, nous n'avons pas encore eu le temps d'étudier le programme, mais je voudrais vous assurer que nous avons effectué des vérifications raisonnables et appropriées lors de l'acquisition des participations, y compris sur les questions d'anticorruption et des questions éthiques. Et nous avons eu la conclusion que rien ne s'opposait à cette transaction pour nous. Mais plus important de dire que nous sommes convaincus du fait que le développement des ressources naturelles seront les principaux bénéficiaires de ce développement et de développement de ces ressources naturelles seront le peuple du Sénégal et de la Emma Delaney en marge d'une rencontre ce matin entre les ministres en charge d'hydrocarbures du Sénégal et de la Mauritanie, réunion qui avait pour but de fournir à l'opérateur BP des réponses conjointes dans le cadre de l'exécution de la phase 1 de l'exploitation du gaz au Sénégal et en Mauritanie. Suivant tout cela avec Aïssatou Paye. Première réunion du comité stratégique du projet Grand Tortue Ahmeyim. Occasion de mettre en place des stratégies pour une bonne prise en charge des intérêts et de la Mauritanie et du Sénégal. C'est le début d'un long chemin et ce comité-là est là pour donner les grandes lignes et donc la question de la sécurité va être posée. D'autres sujets comme la finalisation de l'accord de commercialisation, mais aussi les phases 2 et 3 vont être abordées. Des retombées à coup sûr. À cet effet, plusieurs dispositions pour un développement économique et social. Et une des utilisations possibles justement du gaz, c'est de le convertir en énergie, en électricité pour permettre un large accès aux populations, pour permettre un accès à un coût plus supportable, mais surtout avoir une énergie beaucoup plus propre que le fuel actuel qui est notre principal combustible. Un des sujets qui nous tient à cœur, c'est le gas to power, donc qui va un peu amener une énergie à un coût assez intéressant et qui va aussi faciliter ou permettre l'introduction de nouvelles industries de transformation dans nos deux pays. Donc. Autre volet, celui de la transparence. Le ministre rassure. Organiser une concertation sur le contenu local, où tous les acteurs seront invités, pour leur dire que sur cette question qui est éminemment nationale, il n'y a rien à cacher. L'État du Sénégal va être une maison de verre où tout sera discuté, tous les points de vue seront acceptés. Déjà, le président de la République, en prélude à cela, a annoncé lors de la grande concertation du dialogue national que vous avez suivi, que même le geste Pétrogaz allait s'ouvrir à la société civile et aux partis d'opposition. Au sortir de cette réunion, les deux États, à savoir la Mauritanie et le Sénégal, vont formuler des orientations
bien stratégique. Merci Aïssatou. L'appel des femmes est entendu. Macky Sall a instruit le ministre de la Justice de préparer un projet de loi relatif à la criminalisation du viol. Une mesure attendue favorablement à l'hémicycle. Nos reporters Alassane Ba et Pape Sangone Mbaye ont donné la parole à quelques députés à ce propos. Selon eux, il va falloir beaucoup faire dans la sensibilisation. Moi, je pense qu'en criminalisant le viol, le président va effectivement apaiser les ardeurs qui réclament la peine de mort. Parce que nous avons eu à nous prononcer là-dessus. La peine de mort, au contraire, est un avantage pour le criminel. Donc, cela pourrait effectivement apaiser les ardeurs de ceux qui sollicitent la peine de mort pour les violeurs. Évidemment, lors du 11e législature, avec le docteur Ndoye, nous avons eu à demander la criminalisation du viol. Et si vous vous rappelez, la peine est allée de 3, 5 à 10 ans. À ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on a parlé d'une peine d'emprisonnement de 10 ans. Donc on pensait que cela pourrait décourager les auteurs de viol, mais on se rend compte que non seulement ça s'est empiré, mais avec de petites filles. Avec de petites filles, donc des filles qui ne sont même pas conscientes de leur corps. Donc finalement, ça frise la folie. Je pense qu'avec cette criminalisation-là, il faut aussi accompagner la stratégie de prévention par une mobilisation sociale des groupements de femmes. Parce que les femmes sont les mères de famille, sont celles qui élèvent les filles, mais aussi par une sensibilisation, une conscientisation des filles. À mon avis, c'est une très bonne idée. Quand on regarde le contexte aujourd'hui de notre pays, avec les nombreux crimes gratuits, les viols, les agissements des pédophiles, je pense que c'est une initiative qui arrive à son heure. Parce que quand même, le viol, la pédophilie, ce sont des crimes graves qui méritent d'être sanctionnés de manière très dure. L'actualité de ce lundi, c'est aussi Maître El Hadji Diouf qui apporte la réplique à Ousmane Sonko. La robe noire exhorte Sonko à apporter ses preuves relatives à l'affaire des 94 milliards. Le président de PASTEF doit venir répondre à la commission d'enquête parlementaire, selon lui. Dans sa conférence de presse, l'avocat est aussi revenu sur la situation au Bénin. Pape Faranig. Après ces attaques contre les opposants ayant répondu au lancement du dialogue national, Ousmane Sonko, traîné dans la boue par Maître El Hadji Diouf, l'avocat traite le président de PASTEF de tous les noms d'oiseaux. Et sur les 94 milliards, Maître El Hadji Diouf défie Sonko de montrer ses preuves. Mais comme il n'a aucune preuve, parce que quelque part, bon, il sait qu'il ment, après avoir avancé le chiffre de 94 milliards, il est revenu pour dire 46 milliards. La presse est là. Alors que c'est 0 milliard. Parce qu'un directeur des domaines ne peut pas détourner un franc parce qu'il ne détourne pas, il ne détient pas de l'argent. Les Sénégalais peuvent avec dire, oui, mais il a saisi le procureur. Donc on n'a qu'à attendre. Mais... Il a également enfilé la robe pour défendre l'opposant béninois Komi Koutché. Il dénonce le mode de gouvernance du président béninois, Patrice Talon. Le président du Bénin, qui n'en fait qu'à sa tête. L'Assemblée nationale du Bénin est monocolore. Il a empêché toute l'opposition de se présenter. Je pense qu'il est grand temps de montrer à Talon qu'il devra comparaître devant la CPI, la Cour pénale internationale, pour assassinat de paisibles Béninois. Avocat d'Aliou Sall et de Franck Timis, Maître El Hadji Diouf n'a pas voulu commenter l'enquête menée par la chaîne BBC contre ses clients. Ces derniers mouillés par la chaîne de télé sur des deals concernant les contrats pétroliers. Allez-vous adresser à M. Aliou Sall? Merci beaucoup Pafara. Justement, après le frère, c'est le beau-frère du président qui se lave à grande eau suite à la menace de plainte du Forum social africain. Plainte relative à un soupçon de corruption dans l'attribution du contrat d'affermage de l'eau. Mansour Faye se veut clair, tout est limpide dans cette procédure. Ousseynou Diop, Habib Seck. En tournée à Djougou pour visiter le site de recasement des 600 familles sinistrées de la langue de Barbarie, le maire de Saint-Louis et ancien ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, Mansour Faye, a apporté des éclaircissements sur le contrat d'affermage et de distribution de l'eau au Sénégal attribué à Suez. Le maire de Saint-Louis n'a pas manqué d'apporter la réplique au Forum social africain qui menace de porter plainte contre lui. Il a révélé que toute la procédure s'est déroulée normalement.
tout ce que j'ai pu dire par rapport à cette question, les procédures se sont déroulées dans les règles de l'art. Nous attendons effectivement, en tout cas, l'avis de l'ARMP par rapport donc au recours en contentieux introduit par la SDE. Alors, ce qu'il s'agit, il s'agit pour rien du tout parce que cela n'empêchera pas, en tout cas, le processus de se poursuivre. Sur l'affaire des véhicules offerts à la mairie de Saint-Louis par Suez, le maire de la vieille ville a révélé que ces deux bentasseuses ont été réceptionnées 2 ans avant le lancement de l'appel d'offres. Si Suez nous appelle pour encore nous donner gratifier des véhicules pour la commune de Saint-Louis, je m'en irai les récupérer, Inch'Allah Rabbi. Parce que nous avons le droit de pouvoir récupérer, en tout cas avec les partenaires, n'importe quel partenaire qui soit en mesure de nous accompagner pour le développement de notre ville, nous sommes en mesure de l'accepter, d'aller les chercher. Moi, ça, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Et ça n'a rien à voir avec le processus de l'affermage. Rien à voir. Et donc, moi, je n'ai pas de problème par rapport à cette question. Tout ce qui contribue, en tout cas, au développement de la commune, je suis prêt donc, à aller faire en sorte que cela puisse se réaliser. L'ancien ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a tenu ses propos à Djougop, où 150 familles de la langue de Barbarie seront relogées dans le nouveau site d'ici le début de l'hivernage. Ça y est, Aminata Touré est officiellement la nouvelle patronne du Conseil économique, social et environnemental. Elle s'est engagée à accomplir sa mission en parfaite harmonie avec les acteurs. Mimi Touré compte également mettre en relief des rapports produits par l'institution. Maïmouna Ndiaye et Thierno Laurent Mehdi. Le Conseil économique, social et environnemental a produit jusqu'ici plus de 70 rapports. Des recommandations souvent rangées dans les tiroirs. La présidente de l'institution nouvellement installée s'engage ici à relever ce défi. Ces rapports sont soumis au président de la République qui en apprécie la pertinence. Et d'après une première évaluation qui a été faite, il a intégré plus de 70% des propositions qui se retrouvent dans les programmes des différents ministères. Il s'agira aujourd'hui de davantage partager le contenu de ces rapports et de les mettre à la portée du Sénégalais moyen. Les changements climatiques, Aminata Touré et son équipe comptent aussi apporter des solutions. Ce n'est pas pour rien que ce conseil a changé de dénomination pour rajouter la composante environnement. Nous vivons dans un monde où la question environnementale est centrale et nous qui sommes un pays du Sahel, nous le constatons tous les jours avec des pics de température jamais atteints par exemple dans notre pays pour ce mois de Ramadan dans le nord et dans plusieurs parties du pays. Donc le réchauffement de la planète, nous le vivons tous les jours et c'est une question qui engage et engagera le Conseil. La question également de la menace de l'avancée de la mer, nous sommes à Dakar, nos côtes sont menacées et il nous faut réfléchir en termes de programme pour arrêter cette avancée-là. Évidemment, nous le ferons avec l'ensemble des acteurs. Désormais, cette assemblée sera un bilingue ou trilingue, informe la présidente du Conseil économique, social et environnemental. Elle invite par ailleurs les membres du gouvernement à prendre régulièrement part aux plénières au bénéfice des populations. Les députés ont adopté le projet de loi autorisant la création de la Société nationale de gestion du patrimoine du train régional express NTR et ça sera bientôt doté des organes de direction selon le ministre des Infrastructures. Omar Youm s'est aussi prononcé sur les contraintes liées aux travaux du TER. Il est avec Alassane Ba. Ce projet de loi, une fois voté, permettra justement de doter la société SENTER, qui est une société de patrimoine, des organes de direction, notamment une direction générale, un président du conseil d'administration et très bientôt, Inch'Allah, dès que la loi sera promulguée, le décret qui va adopter les statuts sera présenté en conseil de ministres très prochainement pour que ces organes soient dotés et que le TER, le SENTER, puisse, en face de CETER, qui est la société d'exploitation du train express régional, puisse commencer à négocier le contrat de préexploitation et le contrat d'exploitation permettant le démarrage des activités commerciales prévues au plus tard dans le premier trimestre de l'année 2020. Effectivement, il y a eu 48 heures de suspension des travaux qui nous ont permis de négocier avec les entreprises. Aujourd'hui, le chantier a repris, bien timidement, mais le chantier quand même a repris. Les malentendus ont été levés et nous pensons que dans maximum une semaine, le chantier sera encore dans une phase très active pour permettre de tenir le délai de fin juin 2019
permettant de réceptionner tous les travaux et de mettre à profit également ce temps pour améliorer le voisinage entre cet ouvrage important et les populations environnantes. La hausse du tarif du péage sur l'autoroute Ila-Touba, encore dénoncée cette fois par des parlementaires interpellés là aussi sur cette question. Le ministre des Infrastructures botte en touche. Il invite à ne pas faire l'amalgame entre le tronçon AIBD Thiès à l'origine et Ila-Touba. Il y a un débat qui s'est interfélé dans le vote de la loi créant la société. Il s'agit de l'augmentation des tarifs qui surviennent à tout moment au niveau de l'autoroute Ila-Touba. C'est pourquoi j'ai demandé au ministre de revoir avec ses services la façon cavalière dont les autorités qui gèrent Ila-Touba nous mettent devant le fait accompli. Entre Bambey par exemple et Dakar, au départ c'était 500 francs plus 1000 francs, maintenant c'est 1000 francs plus 1500, donc et sans crier gare on augmente sans nous informer. Quand il nous dit qu'il n'a pas été informé parce que ça doit faire l'objet d'un arrêté, nous lui disons véritablement de revoir ses services parce qu'effectivement il y a eu augmentation comme l'ont signalé certains de nos collègues. Au niveau de Touba, Dakar aussi, on a augmenté de 2500 à 4000. Il n'y a pas eu d'augmentation sur Ila-Touba. Il faut qu'on soit très clair. Ila-Touba, le président de la République avait dit on lui applique un tarif social de 5000 francs aller-retour, c'est-à-dire 2500 à l'aller, 2500 à retour. C'est le tarif qui est appliqué. C'est le tarif qui est vraiment appliqué aujourd'hui sur le tronçon de 115 km qui est Thiès-Touba. Maintenant, quand vous venez hors la région de Thiès, vous empruntez les bretelles AIBD Thiès. C'est normal que vous payez 1000 francs sur cette bretelle qui n'est pas sur le tracé de Ila-Touba. Ila-Touba, c'est 115 km. Cette bretelle AIBD Thiès, longue de 16 km, n'est pas dans le tracé de Ila-Touba. Donc, c'est deux tronçons différents. Donc, c'est pour cette raison qu'il y a une... Et justement, parlons de la sécurité routière et comment freiner cette spirale des accidents de la route. Parmi la batterie de mesures en gestation au ministère des Infrastructures, l'interdiction de la transformation artisanale de certains véhicules. Le constat est que des voitures bidouillées passent sous les radars de la visite technique alors qu'elles sont devenues des ferrailles roulantes tout simplement. Alors nous avons donné la parole à des tôliers souvent chargés de rafistoler ces voitures. Pour eux, il faudra chercher le mal ailleurs. Reportage Cher Diop et Diafaraba. Au-delà de la passion de tôlier, ce métier est son gagne-pain. Près d'une dizaine d'années d'exercice, une expérience qui confirme son savoir-faire en tôlerie, mais suite à l'interdiction de la transformation artisanale des véhicules, l'inquiétude plane déjà. En général, tout ce que l'on répare dans le véhicule est du matériel neuf. Et la plupart des accidents sont causés par des problèmes d'organes. Ces tôliers font appel aux autres acteurs à prendre leurs responsabilités et de ne pas réparer des voitures très anciennes. J'avoue qu'on doit bien protéger notre métier. On ne doit pas accepter de réparer n'importe quel véhicule. Des fois, les chauffeurs font n'importe quoi dans la circulation, ce qui est déplorable. S'ils trouvent que le travail n'est pas bon, eux, ils ont des centres de contrôle. Ils contrôlent que ce véhicule-là n'a pas été bien fait. Il ne doit pas le laisser circuler. Des séries de mesures pour mieux faire face à la recrudescence des accidents de la circulation. Dans ce débat, le comportement des chauffeurs est souvent évoqué. On est toujours dans l'illégalité et dans ce qui est anormal. Maintenant, si amène des trucs... Des fois, les chauffeurs font n'importe quoi. Ils ne respectent pas le code de la route. Ce qui n'est pas normal. Je pense qu'il est temps de revoir la formation de ces conducteurs. Pour ces tôliers, le mal est à trouver ailleurs. Pas question alors de tuer cette profession. Toutefois, une réglementation du secteur de l'automobile s'impose pour combattre
les accidents. Merci cher. Et puis cette bonne nouvelle, la grippe équine semble vaincue dans le Bawal. Ces derniers jours, dans les consultations gratuites, aucun cas n'a été détecté. De quoi ravir les populations et les propriétaires de cheptels équins. Suivons le reportage de Babacar Diouf et Nongonjaï. Aucun cas de grippe équine, encore moins de cas de gourme durant toute la consultation faite sur les équidés venus de toute la commune de Taïba Moutoufa. Parce que cette question nécessite des statistiques qui sont en train d'être élaborées au niveau de l'État. Maintenant, il y a des pathologies à déclaration obligatoire. Ça, c'est l'autorité compétente qui est surtout habilitée à faire ce que nous pouvons noter ici dans cette zone, quelques-unes. Mais depuis ce matin, vous n'en avez pas de cas? Bon, depuis ce matin, on n'en a pas décelé de cas. La tendance était de renforcer les équidés des localités à mieux participer à cet hivernage. Et il est fort probable de préparer les chevaux sur les travaux champêtres. Nous avons visé surtout le renforcement des équidés en vitamines, en acides aminés, buvables. Mais du point de vue pathologique, nous avons vu des cas de pathologie respiratoire qui sont souvent fréquents, accompagnés un peu de jetage. Barasan, ce village de la commune de Taïba Moutoufa, sous l'égide du guide religieux Cheikh Ahmadou Mbaké Mahoul Hayat, a aussi gracieusement offert des soins à plus de 1000 personnes venues d'un peu partout. Un lycée pour Djirnda, c'est une commune des îles des Saloum. Là-bas, les habitants regrettent le manque d'infrastructures scolaires dans les parties insulaires de la région de Fatick. C'est ce qui favoriserait d'ailleurs le fort taux de déperdition scolaire dans cette localité, nous dit Aminata Goudiaby et Fali Diabé. Le maire de Djirnda a profité de la cérémonie de clôture de la semaine nationale de l'école de base organisée à Félir, une des îles de sa commune, pour faire ce plaidoyer. Il urge selon lui pour Djirnda d'abriter un lycée. La commune compte près de 14 000 habitants et regorge d'un fort taux de scolarisation. Il a une école primaire. Aujourd'hui, dès l'ouverture prochaine, on sera à 3 collèges. Mais quand même, il y a un problème réel pour aller étudier. Je dirais qu'il est important que Djirnda puisse posséder très rapidement d'un lycée. Il est impératif qu'on puisse vraiment créer le lycée de Djirnda pour faciliter vraiment l'apprentissage au niveau de la commune de Djirnda. Pour les études secondaires, les élèves de Djirnda vont dans d'autres communes insulaires ou encore plus loin. Et cette situation favorise la déperdition scolaire dans cette zone du département de Foundiougne. Il y a des élèves, impérativement, chaque jour, il faut que ces élèves-là traversent des ballons pour aller étudier. Et cela provoque quand même des déperditions. Après le BFM, les élèves vont à Niodior d'habitude, à Foundiougne. Et quelquefois, ceux qui ont des parents à Dakar, ils vont à Dakar. Il faut que les gens pensent aux îles. Après le BFM, les élèves vont à Niodior d'habitude, à Foundiougne. Et quelquefois, ceux qui ont des parents à Dakar, ils vont à Dakar. Il faut que les gens pensent aux îles. Plusieurs autres localités insulaires de la région de Fatick, dont Djirnda, dépendent de l'inspection de l'éducation et de la formation de Foundiougne. Les autorités académiques du département de Foundiougne, de leur côté, ont souligné des problèmes de logistique qui les empêchent d'accomplir correctement leur mission régalienne. À Foundiougne, nous avons plutôt besoin d'une vedette, voire 2 vedettes, pour pouvoir gérer le pilotage au niveau des îles. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est en termes de pilotage, en termes de déplacement dans les îles. La tenue de la cérémonie de clôture de la semaine nationale de l'école de base à Félir a permis aux autorités de mieux cerner les difficultés qui gangrènent le secteur de l'éducation dans les parties insulaires de la région de Fatick, et les pouvoirs compétents seront davantage sensibilisés, promettent les autorités. Merci beaucoup Aminata. Et puis en sport, le Sénégal est qualifié en quart de finale. Les Lionceaux ont fini de battre les Super Eagles 2-1. Le Sénégal donc qui élimine un pays africain. C'est le seul regret de ce match. En attendant, le Mali qui jouera contre la France. Football toujours, et puis le Djambar, vainqueur de la Coupe de la Ligue au Sénégal. Espérance de Tunis, vainqueur de la Ligue africaine des champions. Liverpool sur le toit de l'Europe, Liverpool de Sadio Mané. André Ruiz, nouveau champion du monde de boxe. Tels sont les faits saillants de l'actualité sportive de ce week-end. Suivons tout cela avec cher Sadibou Diarra. Le week-end était vaste en événements sportifs à travers le monde. Au Sénégal, en football, Djambar de Saly est de retour au devant de la scène. Après son accession en Ligue 1, l'Académie a confirmé en s'adjugeant le trophée de la Coupe de la Ligue. Une grosse performance pour les protégés de Boubacar Gadiaga, qui ont battu 2-1, Génération Foot, championne du Sénégal.
en basket, le Dakar University Club a réussi la prouesse de placer ses équipes masculines et féminines en finale de la Coupe du Maire. Elles vont rencontrer le 22 juin prochain en finale homme l'AS Douane et en finale dame l'ASFO. En Afrique, l'Espérance de Tunis a conservé le trophée de la Ligue africaine des champions de football. Après le nul à l'aller au Maroc, face au WAC 1 but partout, les Tunisiens ont gagné sur tapis vert au retour. Les Marocains ont refusé de continuer le match après leur égalisation non accordée avec le défaut de fonctionnement de la VAR. En Europe, Liverpool a remporté la Ligue des champions de football 2019. Les finalistes malheureux l'an dernier, les Reds ont cette fois-ci dominé les Spurs de Tottenham 2-0. La fin de 14 ans d'attente pour leur 6e sacre dans cette compétition. L'attaquant Sadio Mané en a profité pour entrer un peu plus dans la légende. Il est le premier footballeur sénégalais champion d'Europe de football. Especially the first half we control the game and we have, I don't know, 2 or 3. Toutefois, la grande sensation du week-end est offerte par la boxe. Au Madison Square Garden de New York, l'Anglais Anthony Joshua a perdu son titre de champion du monde. Il est détrôné par l'Américain Andy Ruiz, vainqueur par KO au 7e round. La première défaite de la carrière de Joshua. 7th round, Joshua experienced his first professional defeat. Merci, cher Tidiane. Et puis en Coupe du Monde U20, les Aiglons du Mali feront face à l'Argentine. Et puis petit événement, Génération Foot a perdu un match, oui, ça peut arriver. 2-1 face à Djambar. 3e défaite, toute compétition confondue cette saison. Défaite logique vu la petite performance de son équipe selon le président Madi Touré. Il revient également sur le mercato en prélude à la Ligue africaine. Il est avec Pape Faraning. Aujourd'hui, les joueurs n'ont pas été bons et voilà, une finale ne se joue pas tous les jours. Et, on a manqué, je pense, beaucoup de détermination. Le fait aussi d'encaisser le but très tôt les a un peu déstabilisés. Et tous les plans après ont été faussés. Et à partir de là, on est revenu à la marque. Il y a eu beaucoup d'espace entre nos lignes. Sur l'effectif, et bon, nous avons un bon vivier. Maintenant, je pense que ça, c'est la partie technique qui va s'en occuper. Donc, il y aura des éventuels départs pour l'année prochaine. Voilà, merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain pour le JT de 20h. À suivre ce soir, votre émission Quartier Général. Restez en compagnie des programmes de la télévision Futur Média.